Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on ouvre ensemble le numéro 603 de Ciel et Espace, celui d'octobre-novembre 2025. Comme d'habitude, on va essayer de décortiquer les articles qui nous ont le plus marqués. Bonjour Evelyne. Et oui, un numéro assez riche encore une fois. Tout à fait. Et d'ailleurs, le gros titre en couverture, ça donne le ton, hein. L'énigme des supernovas, celle qu'on ne voit pas dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Ça fait plus de 400 ans qu'on n'en a pas observé une. Oui, c'est ça qui est interpellant, depuis Kepler en 1604. Alors allons-y, creusons ça. Le dossier démarre fort là-dessus. 1604, la dernière vue chez nous. Et pourtant, les astrophysiciens, ils disent qu'on devrait en avoir, 3 par siècle à peu près. C'est l'estimation moyenne, oui, pour une galaxie comme la nôtre. Donc, faites le calcul, ça fait une douzaine d'explosions cosmiques qu'on aurait dû voir passer depuis Kepler. Alors, elles sont où? Notre galaxie est devenue feignante ou quoi? C'est vrai que dit comme ça a l'air bizarre. Pour comprendre, faut peut-être rappeler vite fait les types de supernovas. Il y a en gros les type 2, ça c'est quand une étoile très grosse, genre 8 à 140 fois le Soleil, s'effondre sur elle-même. Ok, l'effondrement de cœur. Voilà. Et puis les type Ia. Là c'est différent. C'est une petite étoile, une naine blanche, qui est en couple avec une autre étoile. Elle lui vole de la matière et quand elle devient trop gourmande, boum, elle explose. D'accord, 2 scénarios différents, mais résultat spectaculaire à chaque fois, j'imagine. Une énergie folle. Ah oui, une énergie colossale. Alors pourquoi on les voit pas? Le suspect numéro 1, et il est bien connu des astronomes, c'est la poussière interstellaire. Ah, la fameuse poussière. Toujours elle. Exactement. Notre galaxie en est pleine. Des grains minuscules, mais terriblement efficaces pour absorber la lumière visible. C'est comme un brouillard cosmique très très épais par endroits. Donc, elle nous gâche la vue, en quelque sorte. C'est ça. Le magazine donne une estimation qui parle bien. À cause de ça, on ne verrait à l'œil nu depuis la Terre que 13% des types 2 et peut-être 33% des types IA. Même si elle pète juste à côté, enfin, façon de parler. 13%, d'accord. Donc la plupart sont juste cachés. Bah oui, elles sont là, mais invisibles pour nos yeux, ou même pour les télescopes optiques classiques, s'il y a trop de poussière devant. Ok, mais alors si la lumière visible est bloquée, comment ils font les astronomes Apophis? Ils doivent bien avoir des trucs pour chasser ces supernovas fantômes. Absolument. L'arty, il explique bien qu'ils utilisent d'autres yeux, si on peut dire. Des télescopes qui voient dans d'autres longueurs d'onde, comme les ondes radio ou les rayons X. Ah oui, ça passe mieux à travers la poussière. Tout à fait. L'idée, c'est pas forcément de voir l'explosion elle-même en direct, mais de chercher ce qui reste après. Le rémanent de supernova. C'est la bulle de gaz chaud qui continue de s'étendre pendant des siècles. Les débris en expansion, quoi. Voilà. Et là, on a des preuves concrètes que des supernovas ont bien eu lieu sans qu'on les voie en visible. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Donne-nous des noms. 1680. Mais c'est même pas 80 ans après Kepler. Et personne n'a rien vu? A priori, non. Il y a bien une note un peu floue de l'astronome anglais Flamsteed qui pourrait correspondre, mais c'est pas clair du tout. Donc oui, une supernova majeure, potentiellement assez proche, mais invisible en optique à l'époque. Incroyable. Ça prouve bien le truc de la poussière. Tout à fait. Et il y a plus récent, le rémanent SNR G1.9 plus 0.3. Découvert en 84, près du centre de la galaxie, lui, il est carrément invisible en optique, et on pense que l'explosion est toute fraîche, genre 150 ans, fin 19e siècle. Ah ouais, quand même. Et on le sait comment? Grâce à son rayonnement très particulier en radio, du rayonnement synchrotron, c'est typique des électrons super rapides qui spiralent dans les champs magnétiques du rémanent. Et il y a même un candidat encore plus récent, Perwin, trouvé par le radiotélescope ASCAP en Australie. L'explosion pourrait dater d'il y a seulement 70 à 500 ans. C'est un vrai jeu de piste alors? Mesurer l'expansion des gaz, chercher des indices. Exactement, c'est un travail de détective cosmique. Et ça inclut aussi, figure-toi, de fouiller dans les vieilles archives. Les archives. Mais c'est sérieux ça? On cherche des étoiles qui explosent dans des textes anciens? Bah oui, et ce qui est fascinant, c'est que ça peut marcher. L'article insiste beaucoup sur le rôle des archives historiques, notamment chinoises. Les astronomes impériaux notaient scrupuleusement l'apparition d'étoiles invitées, les Kessing. Ah, les Kessing, j'en ai entendu parler. Un historien des sciences, Yang Bochun, a même trouvé récemment un rapport super détaillé sur un événement en 1408, qui pourrait être une nova ou un autre phénomène d'ailleurs. Mais c'est un vrai casse-tête. J'imagine. Pourquoi? Mais déjà,
Les constellations chinoises ont évolué, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ensuite, les chroniques étaient parfois réécrites bien après les faits. Et puis, il peut y avoir des biais. On note ce qui arrange l'empereur ou ce qui correspond aux prédictions astrologiques. Ah oui, genre si l'étoile est jaune, c'est bon signe pour l'empereur, même si elle était bleue. Exactement. Il y a des exemples comme ça où les chroniques chinoises et japonaises de la même époque décrivent la couleur différemment. Donc, c'est une piste super intéressante, mais il faut rester prudent. Ok, piste à suivre, mais avec des pincettes. Alors, le magazine interroge aussi Miguel Montargès, qui est spécialiste de la fin de vie des étoiles. La question qui brûle les lèvres. Bételgeuse. Elle nous a fait peur en 2020 avec sa baisse d'éclat. C'était l'annonce de l'explosion. Alors, Montargès calme un peu le jeu. D'après lui, non, ce n'était probablement pas le signe avant-coureur de l'explosion imminente, plutôt une grosse bouffée de poussière éjectée par l'étoile elle-même, qui nous l'a masquée temporairement. Ah, d'accord. Un genre d'éternuement stellaire, quoi. Un peu ça, oui. Il dit même que Bételgeuse lui paraîtrait presque un peu jeune pour exploser. Elle n'a pas encore perdu assez de matière, elle n'aurait pas encore commencé à brûler le carbone dans son cœur. Donc, on peut ranger le champagne. A priori, mais il ajoute une nuance. Elle pourrait nous mentir sur son âge. Si elle a eu une histoire compliquée, genre une interaction avec une autre étoile dans le passé, ça pourrait accélérer les choses. Donc, suspense. Mais sans doute pas pour demain. Bon, dommage pour le spectacle immédiat. Mais alors, si c'est pas Bételgeuse la prochaine qu'on verra, ce sera qui ou quoi? Justement, Montargès pense que la prochaine supernova visible sera sûrement une surprise totale. Une étoile qu'on ne surveille pas de près, peut-être une qui est bien cachée par la poussière habituellement, ou alors une Tipia, tu sais la naine blanche qui explose dans un couple discret. D'accord, une candidate quand même. Il mentionne Eta Carina, dans l'hémisphère sud. C'est un système très instable, très massif, c'est une possibilité. Et si Bételgeuse finissait par exploser, ça donnerait quoi dans le ciel? Ah, là ce serait grandiose. Imagine un point lumineux presque aussi brillant que la moitié de la pleine lune. Suffisamment pour lire la nuit, apparemment. Et après l'explosion, on verrait les échos de lumière se propager dans les nuages de gaz autour et le rémanent, la bulle de débris, grandir pendant des mois, des années. Ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais est-ce qu'on aurait un signe, un petit alerte, ça arrive? C'est le problème. Les dernières étapes se passent au cœur de l'étoile, c'est caché. Mais il y a un truc, les neutrinos. Les neutrinos, ces particules fantômes. Exactement. Elles s'échappent de l'étoile quelques heures avant que la lumière de l'explosion ne nous parvienne. C'est crucial. Ah, donc on pourrait savoir un peu avant. Oui, c'est pour ça qu'il existe un réseau mondial d'alerte, le SWNUS, Supernova Early Warning System. Il relie des grands détecteurs de neutrinos. Si tous détectent un pic de neutrinos venant de la même direction, hop, l'alerte est donnée. Et là, tous les télescopes se tournent vers cet endroit. C'est l'idée, y compris ceux des astronomes amateurs qui sont hyper réactifs. Ils pourraient être les premiers à voir la lumière apparaître. Génial ce système. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos supernovas manquantes. La statistique de départ, 3 par siècle. Elle tient la route, cette estimation? Si on relie ça à une vision d'ensemble, oui, ce chiffre d'environ 3 par siècle semble assez solide. Il est basé sur plein de méthodes différentes qui convergent plus ou moins. Comme quoi? On compare avec d'autres galaxies qui ressemblent à la nôtre, on compte les rémanents qu'on connaît déjà dans la Voie lactée, on mesure certains isotopes radioactifs, comme l'aluminium-26 qui sont éjectés par les supernovas, on utilise les modèles d'évolution des étoiles, on regarde les archives historiques, on compte les pulsars, les cadavres d'étoiles qui restent après certaines explosions. D'accord. Plusieurs approches différentes. Voilà. Et même si chaque méthode a ses incertitudes, elles pointent toutes vers ce chiffre de 2 ou 3 par siècle en moyenne. Le vrai paradoxe, c'est la visibilité. Ah, on y revient. Exactement. Si on prend 3 par siècle comme taux total, la probabilité de n'en voir aucune en 400 ans, c'est quasi zéro, genre 0,001%. C'est statistiquement impossible, quoi. Oui, là ça cloche. Même. Si on ne compte que les supernovas visibles à l'œil nu, celles qui ne sont pas trop planquées par la poussière, alors le taux attendu tombe à environ 1 tous les 200 ans. Ah, c'est beaucoup moins aléatoire. Carrément. Et là, si tu refais le calcul, la probabilité de n'en avoir vu aucune depuis 4 siècles, eh bien ça remonte à environ 14%. 14%. C'est plus impossible. C'est juste un peu pas de chance ou un peu long. Voilà, c'est statistiquement notable, mais pas aberrant. La poussière explique une grosse partie du mystère, ce qui laisse quand même de l'espoir d'en voir une bientôt. Enfin, statistiquement. D'accord. Explication logique.
Bon, après cette plongée un peu sombre dans la mort des étoiles, Ciel et Espace nous parle aussi de nouveaux instruments et de découvertes plus réjouissantes. Notamment la mise en service imminente de l'observatoire Vera Rubin au Chili. Ça a l'air énorme ce truc. Ah oui, Vera Rubin, c'est un autre niveau. Sa caméra, c'est juste un monstre. 3,2 milliards de pixels. La plus grande jamais faite pour l'astro. Et surtout, sa vitesse de balayage du ciel est folle. C'est-à-dire? Il va pouvoir photographier tout le ciel visible depuis le Chili en 3 nuits seulement. 3 nuits? Pour tout le ciel. Mais c'est dingue! Pourquoi faire au juste? Son grand projet, le LSST, va toucher à plein de domaines. Cartographier la Voie lactée en 3D avec une précision folle, recenser des millions d'astéroïdes, comètes, objets lointains dans le système solaire, y compris ceux qui pourraient nous frôler. Ah oui, les géocroiseurs. Exactement. Et puis étudier comment les galaxies sont réparties pour mieux comprendre l'énergie noire, la matière noire. Et surtout, il va être imbattable pour détecter tout ce qui change dans le ciel. Les supernovas dans d'autres galaxies, les étoiles qui varient, les astéroïdes qui bougent. Le ciel changeait tout le temps en fait. Constamment. Vera Rubin va générer une quantité de données phénoménale, genre 20 téraoctets chaque nuit. Et il y aurait un système d'alerte quasi instantané. On parle de jusqu'à 10 millions d'alertes par nuit, envoyées quelques minutes après la détection d'un changement. 10 millions d'alertes par nuit. Mais c'est vertigineux. Les astronomes vont avoir du boulot pour trier tout ça. C'est clair. Mais ça va forcément aider à repérer des phénomènes rares ou rapides, y compris peut-être une supernova dans notre galaxie si elle n'est pas trop cachée. Logique. Et cette capacité à trouver des trucs discrets, ça nous amène à une autre découverte dont parle le magazine Span, le premier trou noir stellaire qui se balade tout seul dans la galaxie. Comment on trouve un truc pareil? C'est invisible, non, un trou noir seul? C'est hyper difficile, justement. On l'a trouvé grâce à un effet subtil prédit par Einstein, la micro-lentille gravitationnelle. La micro... quoi? Micro-lentille gravitationnelle. Imagine, un objet sombre et massif comme un trou noir passe pile devant une étoile qui est beaucoup plus loin derrière. La gravité du trou noir va courber la lumière de l'étoile d'arrière-plan. Comme une lentille, en fait. Exactement, mais créée par la gravité. Pendant un moment, ça va amplifier la lumière de l'étoile lointaine et même décaler un tout petit peu sa position apparente dans le ciel. C'est ça qu'on a vu en 2011 pour un événement nommé Hoggle 2011 BLG 0462. Malin. Mais pourquoi ça a pris si longtemps pour confirmer que c'était un trou noir? 11 ans, c'est énorme. Oui, parce que c'était compliqué. L'événement de micro-lentille lui-même a duré longtemps, 280 jours, ce qui suggérait un objet lentille assez lourd. Mais on ne voyait rien à sa place. Alors trou noir ou étoile à neutrons très faible? Le débat a duré. En plus, il y avait une étoile brillante juste à côté qui gênait les mesures. Ah d'accord. Il a fallu des années et des années d'observations très précises avec le télescope spatial Hubble pour mesurer le petit décalage de position de l'étoile d'arrière-plan après le passage de l'objet. C'est ça qui a permis à l'équipe de Kailash Sahu de conclure « c'est bien un trou noir d'environ 7 fois la masse du Soleil ». Et il est seul, pas d'étoile compagnonne visible autour. 7 masses solaires, tout seul, en balade. C'est fou. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir plein d'autres comme ça, des trous noirs paumés dans la galaxie. Voilà, c'est la question que ça soulève. Et c'est ça qui est important. Cette découverte, c'est la première preuve directe qu'il existe probablement toute une population de trous noirs solitaires. Peut-être éjectés lors de la supernova qui les a formés. Ils pourraient être bien plus nombreux qu'on pense. Et on va pouvoir les chercher. Oui, le futur télescope spatial Nancy Grace Roman sera spécialisé dans la détection de ces micro-lentilles. Il devrait nous en trouver des dizaines, voire des centaines, et nous aider à estimer combien il y en a vraiment. Passionnant. Bon, si on regarde maintenant vers le futur, Ciel et Espace mentionne aussi un truc un peu inquiétant. Un astéroïde 2024 YR4 qui pourrait percuter la Lune en 2032. C'est sérieux? Alors, oui et non. Il y a eu une petite frayeur début 2025, parce qu'on craignait un impact sur la Terre. Heureusement, les calculs plus précis ont écarté ce risque. Mais la Lune reste une cible potentielle. Ah, Il est gros cet astéroïde? Environ 60 mètres de diamètre. C'est pas gigantesque, mais c'est déjà la taille d'un petit avion de ligne, un A330 à peu près. La probabilité qu'il heurte la Lune en décembre 2032 est pour l'instant estimée à 3,8%. 3,8%. C'est pas énorme, mais c'est pas zéro non plus. Et si ça arrive, on verrait quelque chose d'ici? C'est possible. L'impact créerait un flash lumineux assez bref. Avec de la chance et peut-être une paire de jumelles, on pourrait le voir depuis la Terre,
surtout depuis l'hémisphère sud apparemment. Ce serait un sacré spectacle, hein. Et utile pour la science. Ah oui, carrément. Observer en direct la formation d'un cratère par un objet dont on connaît à peu près la taille, ça permettrait de mieux calibrer les modèles qui relient taille de l'impacteur et taille du cratère. Surtout pour ces objets de taille moyenne où on manque un peu de données. Une collision à surveiller alors, hein. Le magazine nous fait aussi voyager dans le passé avec une histoire incroyable. Un projet de mission habitée pour survoler Vénus en 1972. Avec la techno Apollo. Mais c'est fou d'envoyer des humains là-bas à cette époque, non? C'était un projet bien réel, oui, étudié sérieusement par la NASA à la fin des années 60. Ça s'inscrivait dans ce qu'ils appelaient Apollo Applications Programme. En gros, qu'est-ce qu'on fait avec nos grosses fusées Saturn V et nos vaisseaux Apollo une fois qu'on est allé sur la Lune? D'accord. Recyclage de luxe. Un peu. L'idée, c'était un voyage d'1 an, pour 3 astronautes. Ils auraient survolé Vénus, peut-être largué des sondes, fait des observations, puis utilisé Vénus comme assistance gravitationnelle pour revenir vers la Terre. Un grand tour du système solaire intérieur, quoi. Mais ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Trop dangereux? Bah oui, énormément. Les défis techniques étaient monstrueux pour l'époque. Rien que la rentrée dans l'atmosphère terrestre, au retour, à 13,7 km/s, beaucoup plus vite qu'au retour de la Lune. Il aurait fallu un bouclier thermique bien plus costaud. Et puis 1 an dans l'espace. Voilà. La protection contre les radiations solaires et cosmiques pendant 1 an, c'était un casse-tête insoluble avec la technologie Apollo. Et la fiabilité des systèmes sur une si longue durée, c'était aussi une grosse inconnue avant Skylab. Donc, les risques, les coûts faramineux, le changement de priorité politique après les premières missions lunaires, et puis la concurrence des sondes robots bien moins chères. Tout ça a fait que le projet a été abandonné. Dommage, ça aurait eu de la gueule. Allez, dernière étape de notre exploration de ce numéro. On part sur Titan, la grosse lune de Saturne. Un monde avec des lacs et des rivières, mais de méthane liquide. J'ai toujours du mal à me représenter ça. C'est vrai que c'est un monde à part. Imagine des paysages avec d'immenses étendues de méthane et d'éthane liquides. Kraken Mare, la plus grande de ces mers, est plus vaste que tous les grands lacs américains réunis. Dingue. Et il fait froid, j'imagine. Extrêmement froid. Moins 178 degrés Celsius en surface. L'atmosphère est épaisse, brumeuse, orangée, à cause de molécules organiques complexes qu'on appelle des tholins. Et Titan a son propre cycle météo, mais avec du méthane à la place de l'eau. Évaporation, nuages de méthane, pluie de méthane, qui creusent des rivières et remplissent les lacs. La sonde Huygens avait atterri là-bas, non? Oui, en 2005. Elle nous envoyait des images incroyables d'un sol qui ressemble à un lit de rivière asséché, avec des galets qui sont en fait des blocs de glace d'eau, durs comme de la roche à cette température. Et on compte y retourner? J'ai lu un truc sur un drone. C'est ça. La future mission Dragonfly de la NASA, prévue pour la prochaine décennie, ce sera un gros drone hélicoptère. Il pourra voler d'un site à l'autre pour explorer différents environnements sur Titan. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on espère y trouver? Un des grands mystères, c'est d'où vient tout ce méthane en surface. Le Soleil le détruit petit à petit dans la haute atmosphère, donc il doit y avoir une source qui le renouvelle. Peut-être du cryovolcanisme, des sortes de volcans de glace et de méthane. Et ça ouvre d'autres possibilités. Oui, la plus excitante, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un immense océan souterrain. Pas de méthane cette fois, mais d'eau liquide. Maintenue à l'état liquide par la chaleur interne de Titan et les forces de marée de Saturne, cachée sous l'épaisse croûte de glace. De l'eau liquide sous la surface de Titan. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Ça fait de Titan un laboratoire naturel incroyable. D'abord pour étudier la chimie complexe, prébiotique, celle qui a pu mener à la vie sur Terre, mais dans un environnement totalement différent. Et puis, ça pose la question vertigineuse, est-ce que la vie aurait pu apparaître sur Titan? La vie? Là-bas? Soit une forme de vie très exotique adaptée au méthane liquide en surface, ce qui est très spéculatif, soit, et c'est peut-être plus plausible pour nous, terriens, une vie basée sur l'eau dans cet océan souterrain caché. C'est une des cibles majeures pour la recherche de vie ailleurs dans le système solaire. Voilà une exploration vraiment riche de ce numéro d'octobre-novembre 2025 de Ciel et Espace. Super intéressant. Et encore, on a survolé, hein. Il y a plein d'autres choses. Une BD sur la définition de la vie, un article sur la pollution radio causée par les constellations de satellites, un concept d'habitat sur la Lune en verre soufflé, un portfolio photo magnifique. C'est vrai, toujours beaucoup à lire. Et pour conclure, peut-être une pensée qui prolonge un peu notre discussion.
On a vu comment des événements aussi énormes qu'une supernova peuvent nous être cachés par la poussière, comment des objets comme des trous noirs errants sont quasi invisibles et découvertes après des efforts considérables. Alors, étant donné l'immensité de l'univers et le fait qu'on ne voit encore qu'une petite partie du tableau, quels autres phénomènes cosmiques peut-être encore plus spectaculaires ou révolutionnaires pourraient être en train de se produire en ce moment même, juste hors de notre portée, de notre perception actuelle? Peut-être même pas si loin, hein, ici dans notre propre galaxie. Qu'est-ce qu'on rate encore?